Nous avons le désert d'Atacama, qui est l'endroit le plus sec du monde. Sur une crête rocheuse près du Sahara, des cadres métalliques se dressent comme des voiles silencieuses dans le brouillard. Il n'y a ni rivière, ni barrage et presque pas de pluie. Pourtant, chaque fois que les nuages arrivent, ces étranges structures goûtent de l'eau propre, potable. Comment un endroit qui semble complètement sec peut-il cacher autant d'eau dans l'air ? Et pourquoi un groupe d'ingénieurs allemands a-t-il parcouru des centaines de kilomètres dans la campagne marocaine pour extraire de l'eau des nuages pour des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées ? Voici l'histoire d'une montagne qui gaspillait autrefois le brouillard, d'une technologie qui transforme la brume en vie et de ce qui arrive lorsque des ingénieurs décident qu'un ciel désertique ne doit pas être gaspillé. Une montagne oubliée, à la lisière du Sahara. La région de l'Anti-Atlas, dans le sud du Maroc, se trouve à un carrefour rude. Derrière elle, il y a le Sahara. Devant elle, l'océan Atlantique. Sur le papier, cela ressemble à un équilibre. En réalité, c'est une lutte lente contre la soif. La pluie arrive seulement quelques fois par an. Certaines années, la saison sèche dure des mois sans une seule tempête. Les puits s'approfondissent, les nappes phréatiques s'enfoncent, et ce qui reste dans le sol devient souvent saumâtre et salé. C'est une eau qui corrode les tuyaux et dérange l'estomac, pas une eau qui soutient une vie saine. Pendant des décennies, de nombreuses familles dans ces villages dispersés n'avaient pas du tout de robinet à la maison. À l'aube, les femmes et les enfants parcouraient des pentes raides et rocheuses avec des bidons en plastique, suivant des sentiers étroits jusqu'au fond des vallées. Le trajet pouvait prendre des heures. Chaque litre d'eau avait un coût en temps, en force et en journées d'école perdues. Le plus cruel est que ces montagnes, surtout autour du mont Boutmezguida à environ 1200 mètres d'altitude, ne sont pas toujours sèches. Beaucoup de matins, un épais brouillard atlantique s'avance vers l'intérieur des terres et enveloppe les crêtes d'une couverture froide et humide. Les rochers brillent d'humidité. La mousse s'accroche aux faces ombragées. Les arbres scintillent. Puis le soleil monte, le brouillard s'amincit et toute cette eau disparaît de nouveau dans le ciel sans aider personne. Pour les habitants locaux, le brouillard était simplement une question de temps. Pour un petit groupe de visiteurs venus d'Allemagne, cela ressemblait à une ressource gaspillée. Transformer le brouillard en eau potable. Au début des années 2010, la Fondation Eau, une association à but non lucratif basée à Munich, et le designer industriel Peter Trautwein ont commencé à envisager sérieusement le brouillard comme source d'eau. La récolte du brouillard n'était pas une idée totalement nouvelle. De simples filets en maille au Chili et dans d'autres régions arides avaient déjà montré que des gouttelettes pouvaient être capturées et collectées. Le problème était la fiabilité. De nombreux premiers filets se déchiraient lors des tempêtes ou ne produisaient que de faibles rendements. L'équipe allemande voulait quelque chose sur lequel les villageois au Maroc pourraient compter pendant des années, et non pour une seule saison. Avec le soutien de partenaires en Allemagne et d'organisations locales au Maroc, ils ont choisi le mont Boutmezguida comme terrain d'essai. Il avait deux choses dont ils avaient besoin, un brouillard régulier et des communautés désespérées d'avoir une source d'eau plus sûre. Des ingénieurs et des techniciens locaux ont parcouru les pentes et cartographié les schémas de vent. Ils ont étudié où le brouillard épousait le terrain et où il passait trop haut ou trop vite. Ils ont vu d'épaisses bandes vertes de mousse et de lichen s'accrocher à certaines parois rocheuses, un signe naturel que l'humidité y persistait le plus souvent. Puis vint la partie difficile. Pendant environ 1 an et demi, ils ont testé différents types de mailles. Une maille grossière perdait trop d'eau à cause du vent. Une maille fine s'obstruait ou se déchirait. Certains matériaux se dégradaient rapidement sous la lumière ultraviolette intense. D'autres devenaient cassants avec les variations quotidiennes de température entre les matins froids et humides et les après-midi chauds et secs. La percée est venue avec un tissu écarté tridimensionnel spécial fabriqué en polyéthylène durable. Au lieu d'une simple feuille plate, il utilisait 2 couches maintenues à distance, créant des millions de minuscules passages où les gouttes de brouillard pouvaient se heurter, adhérer
et croître. Ce n'était pas juste un filet, c'était une surface soigneusement réglée, conçue pour donner le temps à l'eau de se former et de tomber. Ils ont appelé le système pêcheur de nuages. Il était assez simple pour être construit avec des outils manuels, mais assez sophistiqués pour survivre aux tempêtes de montagne et produire de l'eau année après année. Comment fonctionne Cloudfisher ? De loin, un champ Cloudfisher ressemble à une étrange clôture s'étendant le long de la crête. De près, c'est un système de captage soigneusement conçu. Chaque unité est construite autour d'un cadre en acier robuste ancré directement dans la roche. Les travailleurs locaux creusent les fondations, installent les poteaux et fixent les traverses. Aucune machine lourde ne monte la montagne. Tout est transporté à la main ou sur de petits véhicules le long de pistes accidentées. Une fois le cadre sécurisé, le filet tridimensionnel est tendu en 2 couches. Les techniciens le fixent sous tension constante pour qu'il ne batte pas violemment au vent. Les panneaux de filet font à peu près la hauteur d'une maison d'un étage, assez haut pour intercepter le brouillard qui balaie la crête. La physique derrière cela est simple. Le brouillard n'est pas de la vapeur ni de l'humidité invisible. Il est constitué d'innombrables gouttelettes microscopiques en suspension dans l'air. Lorsque le vent humide traverse le filet, ces gouttelettes frappent les fibres et s'y accrochent. À mesure que d'autres gouttelettes arrivent, elles fusionnent en grosses gouttes. La gravité commence à gagner. Au bord inférieur de chaque panneau, une gouttière attend et ne soit pas perdue dans le sol. Des gouttières, l'eau s'écoule dans des tuyaux en plastique. Ces tuyaux serpentent le long des contours de la montagne jusqu'à de grandes cuves de stockage situées au-dessus des villages. L'ingéniosité du système tient à ce dont il ne nécessite pas. Il n'y a pas de pompe pour pousser l'eau en hauteur. Tout repose sur la gravité. Il n'y a pas de générateur qui bourdonne en arrière-plan. La seule source d'énergie est le vent qui porte le brouillard lui-même. Derrière cette idée élégante se cache un design pratique. Le filet résiste aux rayons ultraviolets. Les cadres sont conçus pour supporter des rafales de tempête qui déchireraient des filets plus faibles. Les sections endommagées peuvent être réparées avec des outils basiques. Les villageois sont formés à inspecter et entretenir les structures pour que la technologie ne reste ni étrangère ni mystérieuse. Ce qui ressemble à un rideau fragile dans le brouillard est en fait une usine d'eau robuste et modulaire, construite pour fonctionner dans un lieu où une infrastructure traditionnelle est trop coûteuse ou simplement impossible. Nombre qui compte. Sur le mont Boutmesguida, l'installation complète utilise 31 collecteurs Cloudfisher, avec une surface de filet totale d'environ 1700 mètres carrés, dans de bonnes conditions. Lors d'une forte journée de brouillard, cette surface de filet peut récolter de l'ordre de dizaines de milliers de litres d'eau. Les données du projet rapportent des rendements d'environ 22 litres par mètre carré de filet par journée de brouillard, ce qui s'élève à environ 36 000 litres lorsque le brouillard est abondant. Le détail important est à la phrase « par journée de brouillard ». Le système ne produit pas la même quantité chaque jour de l'année. Lorsqu'il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de récolte. Sur une année complète, le rendement augmente et diminue avec les saisons. Même avec cette variabilité, les chiffres sont significatifs pour des communautés qui dépendaient autrefois de puits lointains et salés. Le réseau Cloudfisher fournit désormais une douzaine à 16 villages, atteignant environ 1300 personnes, ainsi qu'une école et du bétail local. Pour les petites communautés montagneuses, ce volume peut couvrir les besoins en boissons, cuisine, lavage et hygiène de base. Aussi important que le volume est le coût. L'eau n'est pas entièrement donnée gratuitement. Les ménages paient une petite somme par mètre cube, similaire à une facture d'eau basique. Dans la documentation du projet, ce tarif est fixé bas, autour d'une fraction d'1 € par 1000 litres, de sorte qu'il reste abordable, mais signale que l'eau est précieuse. Cette structure tarifaire fait 2 choses. Elle aide à couvrir les coûts d'entretien des réservoirs et des tuyaux pour que le système puisse être maintenu dans le temps. Elle décourage aussi le gaspillage dans un endroit où chaque litre est précieux. Le résultat est une technologie qui ne se comporte pas comme un don de charité. Elle se comporte comme une petite régie publique conçue autour des réalités locales, alimentée par le ciel. La vie après les filets. Avant les filets à brouillard, de nombreuses filles passaient des heures chaque jour à aller chercher de l'eau. Cela signifiait moins de temps à l'école, moins de repos et moins d'options pour l'avenir.
Aujourd'hui, des robinets dans le village permettent aux familles de remplir des contenants en quelques minutes. La marche jusqu'à un puits distant devient une simple promenade jusqu'à une borne fontaine partagée. Les personnels de santé signalent moins de problèmes gastriques dus à de l'eau contaminée. Les casseroles et les assiettes sont lavées plus régulièrement. Les gens se baignent plus souvent, non pas comme un luxe rare, mais comme une partie de la vie normale. Dans certains foyers, de petits potagers apparaissent là où l'eau semblait autrefois trop précieuse pour être versée sur le sol. Le changement émotionnel est plus difficile à mesurer, mais facile à ressentir. Quand l'eau ne domine plus chaque décision, les gens peuvent penser à autre chose. Un berger peut planifier des troupeaux plus résilients. Les parents peuvent pousser leurs enfants à se concentrer sur les devoirs, plutôt que de porter des bidons. Les techniciens locaux acquièrent des compétences pour entretenir le système, ce qui crée un sentiment de propriété plutôt que de dépendance. Il y a encore des limites. Le brouillard est saisonnier. Le changement climatique peut affecter les schémas au fil du temps. Les filets ne remplacent pas les précipitations, les eaux souterraines ou une politique de l'eau intelligente. Pourtant, sur cette montagne particulière, ils ont déplacé l'équilibre entre la rareté et la sécurité. Ce qui était autrefois un paysage où le brouillard arrivait et disparaissait sans raison est maintenant un paysage où chaque nuage a un travail à faire. Au-delà du Maroc, le Maroc n'est pas le seul endroit où des ingénieurs ont décidé que les déserts ne devaient pas avoir le dernier mot. De l'autre côté du monde, le nord de la Chine lutte contre les tempêtes de poussière et les dunes rampantes depuis des décennies. Les vents venus des déserts du Gobi et du Taklamakan transportaient autrefois du sable jusqu'au cœur de villes comme Pékin, transformant les cieux en jaune et recouvrant les rues de poussière. Derrière ces tempêtes se cachait un problème plus profond. Le surpâturage, la déforestation et le mauvais usage de l'eau ont permis l'expansion des déserts. La réponse de la Chine a été un effort vaste et de longue haleine, souvent appelé le programme de la ceinture de protection des Trois Nord, ou la Grande Muraille Verte. Au lieu de filets à brouillard, les outils ici sont des arbres, des arbustes et des couverts végétaux ingénieux. Dans certaines parties du Taklamakan, des ouvriers déposent de la paille en motif serré, en damier, sur le sable. Ces carrés, chacun faisant quelques mètres de large, brisent le vent près de la surface et maintiennent les dunes en place. Dans ces poches protégées, des équipes plantent des espèces tolérantes à la sécheresse comme le saxaoul et le peuplier du désert. Avec le temps, la paille se décompose et nourrit les racines en développement, transformant une grille morte en une grille vivante. L'échelle est énorme. Sur plusieurs décennies, la Chine a planté des dizaines de millions d'hectares de ceintures de protection et de forêts. Les résultats sont mitigés et encore débattus, mais les images satellites montrent des zones où les mers de sable cèdent lentement la place à la végétation et où les tempêtes de poussière sont devenues moins fréquentes. Le lien avec le Maroc n'est pas direct en termes de technologie. L'un utilise des filets et le brouillard, l'autre des grilles de paille et des arbres. La connexion réside dans l'attitude. Dans les deux cas, les gens ont regardé un paysage rude et ont refusé de l'accepter comme figé. Quand on prend du recul sur cette attitude, un schéma apparaît. Des filets à brouillard du Maroc aux murs vivants de Chine, ces projets prouvent que les déserts ne sont pas seulement des terres vides, mais des idées inachevées. Si vous voulez plus d'histoires où l'ingénierie réécrit la carte de notre planète, mettez un j'aime, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes voient ce que l'eau cachée peut accomplir.